Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il vivait entouré d'un vide silencieux, jusqu'à ce qu'un enfant timide et sa mère franchissent sa porte, apportant de la vie là où il n'y avait auparavant que solitude. Et il découvrit, dans l'affection simple d'un enfant, la force de réinventer sa propre histoire. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. François Mercier était l'incarnation même du succès parisien. Propriétaire d'un empire immobilier qui s'étendait des quartiers chics de la capitale jusqu'à la Côte d'Azur, son nom évoquait puissance et fortune dans les cercles influents de la société française. À 52 ans, il possédait un somptueux appartement haussmannien dans le 16e arrondissement de Paris, avec vue imprenable sur la Tour Eiffel, décoré avec un goût exquis par les plus grands designers d'intérieur. Pourtant, derrière cette façade étincelante, se cachait un homme dont la vie personnelle ressemblait à un désert émotionnel. Les rumeurs sur sa cruauté en affaires n'étaient pas exagérées. François avait bâti sa fortune en rachetant des immeubles à des prix dérisoires pour les transformer en résidences de luxe, forçant des familles entières à quitter leur quartier. Les sentiments n'ont pas leur place dans les affaires, répétait-il souvent à ses associés, une philosophie qu'il appliquait avec une rigueur implacable. Ce matin de septembre, comme tous les autres, François se réveilla seul dans sa chambre spacieuse. Les rideaux s'ouvrirent automatiquement à 7 heures précises, révélant un ciel parisien gris et brumeux. Il enfila sa robe de chambre en soie et se dirigea vers la cuisine, où Madame Leroy, sa gouvernante depuis 15 ans, préparait déjà son petit déjeuner. « Bonjour, monsieur Mercier », dit-elle d'une voix neutre, en posant devant lui une tasse de café noir et des croissants encore chauds provenant de la meilleure boulangerie du quartier. François répondit par un simple hochement de tête. Les mots semblaient superflus dans cette demeure, où le silence régnait comme une loi non écrite. Madame Leroy connaissait parfaitement les règles. Pas de bruit inutile, pas de conversation personnelle, et surtout, jamais de visiteurs imprévus. Elle se retira discrètement, le laissant seul avec les nouvelles du jour qu'il parcourait sur sa tablette. L'appartement de 300 mètres carrés était impeccable, comme toujours. Le parquet en chêne massif brillait, les meubles anciens étaient dépourvus de la moindre poussière, et les œuvres d'art contemporaines accrochées au mur semblaient plus froides que vivantes, à l'image de leur propriétaire. Le luxe était partout, mais la chaleur nulle part. Ce matin-là, cependant, quelque chose allait perturber cette routine millimétrée. Madame Leroy réapparut dans l'encadrement de la porte, l'air légèrement préoccupé. « Monsieur, je dois vous informer que notre femme de ménage habituelle est en arrêt maladie pour plusieurs semaines. L'agence a envoyé une remplaçante qui commence aujourd'hui. » François leva à peine les yeux de sa lecture. « Tant qu'elle fait son travail correctement et discrètement, peu m'importe qui nettoie ses sols. »« Il y a autre chose, monsieur, » hésita la gouvernante. Elle a dû amener sa fille avec elle, une petite de 6 ans. L'agence m'a assuré que c'était temporaire, juste pour aujourd'hui, en attendant une solution de garde. Cette fois, François fronça les sourcils. Des enfants. Il détestait leur bruit, leur désordre, leur imprévisibilité. Faites-lui comprendre que ce n'est pas une garderie ici. Si cette situation doit se reproduire, trouvez quelqu'un d'autre. « Bien, monsieur, » répondit Madame Leroy avant de se retirer. François termina son petit déjeuner et se prépara pour sa journée. Costume sur mesure, chaussures italiennes, montre suisse, il incarnait l'élégance parisienne dans ses moindres détails. Avant de s'enfermer dans son bureau, il aperçut furtivement la nouvelle femme de ménage qui s'activait dans le couloir. Une jeune femme aux traits fins, vêtue simplement, qui baissa immédiatement les yeux en le voyant. Derrière elle, à moitié cachée par une porte, une petite silhouette l'observait avec curiosité. Dans son bureau, François s'isola comme chaque jour pour gérer son empire. Les appels s'enchaînaient, les décisions tombaient, implacables. Il signait des contrats qui représentaient des millions d'euros sans la moindre hésitation. Vers midi, alors qu'il étudiait les plans d'un nouveau projet immobilier à Neuilly, un son inhabituel attira son attention. Un rire d'enfant, étouffé, mais distinct provenant du salon. Ce son, si étranger à cet environnement, le figea un instant. Il était sur le point d'appeler Madame Leroy pour lui rappeler les règles de la maison quand son téléphone sonna. « Monsieur Mercier ? Docteur Bonnet à l'appareil, j'ai les résultats de vos derniers examens. J'aimerais que vous passiez à mon cabinet dès que possible. »
Le ton du médecin était neutre, professionnel, mais François perçut cette nuance subtile qui trahissait des nouvelles préoccupantes. Il fixa l'écran de son ordinateur un long moment après avoir raccroché, oubliant momentanément le rire qui l'avait dérangé. À 18 heures, il quitta son appartement pour se rendre au cabinet médical situé dans le 7e arrondissement. Le trajet en voiture lui sembla interminable, malgré le chauffeur qui connaissait les raccourcis pour éviter les embouteillages parisiens. Le cabinet du docteur Bonnet, cardiologue réputé, était décoré avec goût, mais François n'était pas d'humeur à apprécier l'esthétique des lieux. « Monsieur Mercier, » commença. Le médecin, après l'avoir fait asseoir, « les résultats de votre échographie cardiaque et de vos analyses sanguines sont préoccupants. Vous souffrez d'une cardiomyopathie hypertrophique avancée. Votre cœur s'est considérablement épaissi, ce qui réduit sa capacité à pomper efficacement le sang. » François écouta, impassible en apparence, tandis que le médecin détaillait sa condition, les risques d'insuffisance cardiaque, d'arythmie potentiellement fatale. Les mots « pronostic réservé » et « traitement limité » résonnèrent particulièrement fort dans son esprit. Sans une intervention significative, comme une transplantation cardiaque, vos chances à long terme sont limitées, conclut le médecin. Nous pouvons gérer les symptômes avec des médicaments, mais il faut être réaliste sur les perspectives. François quitta le cabinet médical 1 heure plus tard, après avoir discuté des options thérapeutiques. La transplantation, si difficile à obtenir, avec seulement 30% de chances de succès dans son cas particulier, semblait pourtant être sa seule issue. Le ciel parisien s'était assombri, et une fine pluie commençait à tomber. Il demanda à son chauffeur de le déposer près des quais de Seine, souhaitant marcher un peu malgré la météo. Seul au bord du fleuve, face à Notre-Dame dont les tours se détachaient dans la brume du soir, François Mercier sentit, pour la première fois depuis des décennies, les larmes lui monter aux yeux. L'ironie ne lui échappait pas. Lui qui avait passé sa vie à accumuler des richesses, se retrouvait face à un problème que tout son argent ne pouvait résoudre simplement. La pluie se mêlait à ses larmes, tandis qu'il fixait les eaux troubles de la Seine. Que valait sa fortune maintenant? À quoi bon posséder tant d'immeubles, tant d'objets précieux si c'était pour les laisser derrière lui sans personne à qui les transmettre? Il s'assit sur un banc, indifférent à l'humidité qui imprégnait son costume hors de prix. Les passants pressés par la pluie ne prêtaient aucune attention à cet homme élégant dont le visage trahissait un désespoir profond. François n'avait pas de famille proche, pas d'amis véritables. Ses relations se limitaient à des associés, des rivaux, des employés. Il avait toujours considéré les liens affectifs comme des faiblesses potentielles, des distractions inutiles dans sa quête de réussite. Maintenant, face à sa propre mortalité, cette philosophie lui apparaissait dans toute sa vacuité. Il resta ainsi, immobile sous la pluie parisienne, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement sur la ville. Puis, résigné, il héla un taxi pour rentrer chez lui, dans ce luxueux appartement où personne ne l'attendait, où personne ne s'inquiéterait de son absence. Ce qu'il ignorait encore, c'est que derrière les murs froids de son domicile, un changement subtil avait déjà commencé à s'opérer, un changement qui allait bouleverser les derniers chapitres de son existence plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Chapitre 2. Une rencontre inattendue. Lorsque François rentra dans son appartement ce soir-là, trempé et abattu, il fut accueilli par un silence différent de celui auquel il était habitué, un silence qui n'était pas tout à fait vide. Madame Leroy était déjà partie, mais il entendait des bruits discrets provenant de la cuisine. Il s'avança sans faire de bruit et aperçut la nouvelle femme de ménage qui terminait de nettoyer les surfaces, sa fille assise sagement dans un coin, dessinant sur un petit carnet. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-il, surpris de trouver quelqu'un si tard. La jeune femme sursauta et se tourna vers lui, visiblement embarrassée. « Pardonnez-moi, monsieur Mercier. J'ai pris du retard à cause de ma fille. Je termine et nous partons immédiatement. » François remarqua qu'elle avait un léger accent, peut-être du sud de la France. Son visage, encadré de cheveux, châtains attachés en un chignon simple, exprimait une nervosité évidente. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, surprenant lui-même par cette question qu'il n'aurait normalement jamais posée. « Sophie. »« Sophie Benoît » répondit-elle en essuyant ses mains sur son tablier. « Et voici ma fille, Camille. » La petite leva les yeux de son dessin et observa François,
avec une curiosité non dissimulée. Elle avait les mêmes yeux que sa mère, d'un bleu profond, et des boucles brunes qui encadraient un visage délicat. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'une voix claire. François hocha simplement la tête, puis se dirigea vers le salon sans ajouter un mot. Il se servit un verre de cognac et s'installa dans son fauteuil préféré, fixant la pluie qui battait contre les fenêtres. Les paroles du médecin résonnaient encore dans sa tête. 6 mois, peut-être 1 an sans transplantation. Comment une vie qui semblait si parfaitement contrôlée pouvait-elle soudain basculer ainsi? Il fut tiré de ses pensées par un bruit de verre brisé, suivi d'un cri étouffé. Sans réfléchir, il se leva et retourna à la cuisine. Sophie était accroupie, ramassant les morceaux d'un verre cassé, ses mains tremblantes. « Je suis désolée, tellement désolée », répétait-elle au bord des larmes. « Je vais le rembourser, bien sûr. » François observa la scène, notant la panique excessive de la jeune femme pour un simple verre brisé. Son regard croisa celui de Camille, qui semblait inquiète pour sa mère. « Ce n'est qu'un verre, » dit-il. Finalement, « Laissez cela, vous pourriez vous couper. » Sophie leva des yeux étonnés vers lui. « Mais, il est tard, » l'interrompit François. « Comment rentrez-vous chez vous ?»« En métro puis bus, » répondit-elle en se relevant, les joues rouges d'embarras. François regarda par la fenêtre. La pluie s'était intensifiée et l'idée de cette femme et sa petite fille traversant Paris dans ces conditions le dérangea. « Très étrangement. Mon chauffeur vous raccompagnera, » décida-t-il, sortant son téléphone pour appeler l'homme qu'il avait déposé 1 heure plus tôt. Sophie commença à protester, mais il l'arrêta d'un geste. « Ce n'est pas négociable. Vous reviendrez demain pour terminer ce que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui. » Camille, qui avait observé l'échange en silence, s'approcha soudain de François. « Pourquoi vous avez l'air si triste, monsieur ?» demanda-t-elle innocemment, ignorant le regard horrifié de sa mère. La question si directe et inattendue laissa François sans voix. Depuis combien de temps personne ne s'était-il soucié de son état émotionnel? « Camille !» s'exclama Sophie, mortifiée. « On ne pose pas ce genre de questions. Excuse-toi tout de suite. » Mais François fit un geste apaisant de la main. « Ce n'est rien. » Puis, s'adressant à l'enfant avec une douceur inhabituelle. « Parfois, les adultes sont tristes sans raison particulière. Maman dit que quand on est triste, un câlin aide toujours, » répondit Camille, avec la sagesse désarmante des enfants. Sophie intervint rapidement, prenant sa fille par la main. « Nous allons attendre votre chauffeur en bas, monsieur Mercier. Merci pour votre gentillesse. » Une fois seul, François resta immobile au milieu de sa cuisine, étrangement troublé par cette brève interaction. Le commentaire innocent de l'enfant l'avait touché plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand avait-il reçu un câlin pour la dernière fois? Il ne s'en souvenait même plus. Le lendemain matin, contrairement à son habitude, François ne s'enferma pas immédiatement dans son bureau. Il resta dans le salon, parcourant distraitement des documents tout en observant discrètement Sophie, qui nettoyait les pièces avec une efficacité silencieuse. Camille l'accompagnait à nouveau, cette fois avec un petit sac à dos contenant des livres et des jouets. Elle restait sage, conformément aux instructions de sa mère, mais François remarqua qu'elle jetait parfois des regards curieux vers l'aquarium mural qui ornait l'une des parois du salon. Vers midi, alors que madame, le roi préparait le déjeuner. François surprit Camille debout devant l'aquarium, contemplant les poissons exotiques qui y nageaient. L'expression d'émerveillement sur son visage éveilla en lui un souvenir enfoui. Lui-même, enfant, fasciné par l'aquarium dans le cabinet d'un médecin avant que la vie ne le durcisse. « Tu aimes les poissons ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle. Camille sursauta légèrement mais ne s'enfuit pas. Ils sont tellement beaux, on dirait qu'ils dansent. François s'accroupit à côté d'elle, observant les créatures colorées qui évoluaient gracieusement dans l'eau. Celui-là, avec les rayures bleues, vient de l'océan Pacifique, expliqua-t-il. Et le jaune là-bas est originaire des récifs. Coralliens australiens. Les yeux de Camille s'agrandirent d'émerveillement. « Vous avez été en Australie ?»« Plusieurs fois, » confirma François. « J'ai plongé dans la grande barrière de corail. »« C'est quoi la grande barrière de corail ?» demanda Camille, avide d'apprendre. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie apparut, l'air inquiet. « Camille, je t'ai dit de ne pas déranger monsieur Mercier. »« Elle ne me dérange pas, » répondit François, surpris par sa propre réaction. « Nous parlions de poissons. »
Sophie hésita, décontenancée par cette version inhabituelle de son employeur. « C'est l'heure de notre pause déjeuner, dit-elle finalement. Nous allons manger dans la cuisine, si vous le permettez. » François acquiesça, puis ajouta impulsivement. « Madame Leroy prépare toujours trop. De nourriture pour moi seul. Pourquoi ne pas vous joindre à moi dans la salle à manger ?» L'invitation était si inattendue que Sophie resta sans voix un instant. « C'est très généreux, mais nous ne voudrions pas imposer notre présence. Ce n'est qu'un repas, » insista François, se demandant lui-même pourquoi il tenait tant à cette idée soudaine. Le déjeuner fut une expérience étrange pour tous. Madame Leroy, surprise par la demande de son employeur, servit un repas simple, mais élégant. Une salade niçoise suivie d'un poulet rôti avec des légumes de saison. Sophie mangeait avec retenue, visiblement mal à l'aise dans ce cadre formel, tandis que Camille, moins sensible aux conventions sociales, posait des questions sur tout ce qui l'entourait. « Pourquoi vous vivez tout seul dans une si grande maison ?» demanda-t-elle à un moment, provoquant un nouveau regard d'avertissement de sa mère. François, au lieu de s'offusquer, réfléchit à la question. « Je suppose que je n'ai jamais trouvé les bonnes personnes avec qui la partager, » répondit-il. « Finalement, comme papa qui est parti, » continua innocemment Camille, « maman dit qu'il n'était pas une bonne personne pour nous. » Sophie pâlit visiblement. « Camille, ce sont des sujets d'adultes. Finis ton assiette, s'il te plaît. » François nota le malaise évident et la légère peur dans les yeux de Sophie. Il changea délibérément de sujet, demandant à Camille ce qu'elle apprenait à l'école. La conversation reprit sur un ton plus léger, mais il n'oublia pas cette réaction. Après le repas, François s'excusa pour passer quelques appels professionnels. Dans son bureau, au lieu de se concentrer sur ses affaires, il se surprit à réfléchir à cette femme et sa fille, qui avaient brièvement animé sa demeure. Il y avait quelque chose dans leur relation, dans la façon dont Sophie protégeait Camille, qui l'intriguait, et cette allusion à un père absent, manifestement source de tension. En fin d'après-midi, il décida de sortir de son bureau pour prendre un café. Il trouva Sophie qui rangeait ses produits de nettoyage, se préparant à partir. « Vous avez terminé pour aujourd'hui » demanda-t-il. « Oui, monsieur Mercier, tout est en ordre. » François hésita un instant, puis se lança. « Madame Benoît, je voulais vous proposer quelque chose. J'ai remarqué que votre fille vous accompagne, faute de garde. Si cela vous arrange, elle peut continuer à venir ici pendant que vous travaillez. L'appartement est grand, et sa présence ne me dérange pas. » Sophie le regarda avec surprise. « C'est très généreux, mais je cherche activement une solution. Je ne voudrais pas abuser de votre patience. » « Ce n'est pas de la patience, » répondit François. « Disons simplement que la présence d'une enfant dans cet appartement lui donne une vie qu'il n'a pas habituellement. » Cette admission, si personnelle, venant d'un homme réputé pour sa froideur, toucha visiblement Sophie. Elle accepta son offre avec reconnaissance, promettant que Camille resterait discrète. Alors qu'elle se préparait à partir, François fut pris d'une quinte de toux, soudaine et violente. Il s'appuya contre le mur, le visage pâle, tentant de reprendre son souffle. Sophie s'approcha, inquiète. « Monsieur Mercier, vous allez bien ?»« Ce n'est rien, » répondit-il, sortant discrètement un flacon de médicaments de sa poche. « Juste un peu de fatigue. » Mais le regard que lui lança Sophie indiquait clairement qu'elle n'était pas dupe. Cette femme, qu'il connaissait à peine, semblait lire en lui avec une facilité déconcertante. Et pour une raison qu'il ne s'expliquait pas encore. Cette idée ne le dérangeait pas autant qu'elle aurait dû. Cette nuit-là, allongé dans son lit king-size, François contempla le plafond, incapable de trouver le sommeil. Les paroles du médecin, le regard innocent de Camille, la présence discrète mais réconfortante de Sophie, tout se mélangeait dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, le silence de son appartement lui parut non pas apaisant, mais oppressant. Une sensation étrange s'installa en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le désir de connexion humaine. Chapitre 3. Les murs qui s'effritent. Les jours suivants établirent une routine étrange mais agréable dans l'appartement de François. Sophie venait travailler chaque matin, accompagnée de Camille, qui progressivement se sentait de plus en plus à l'aise dans ce lieu luxueux. François, de son côté, sortait plus souvent de son bureau, prétextant chercher un document ou prendre un café, mais en réalité, il cherchait ces brefs moments d'interaction qui illuminaient désormais ses journées. Un matin, alors que
François travaillait dans son bureau. La porte s'entr'ouvrit légèrement. Il leva les yeux pour voir Camille qui l'observait timidement. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. François hésita. Son bureau avait toujours été son sanctuaire, un espace où personne n'était admis sans invitation formelle. Pourtant, il se surprit à hocher la tête. « Qu'y a-t-il, Camille ?» La petite fille s'avança tenant un livre illustré. « Ma maman m'a dit de ne pas vous déranger, mais j'ai trouvé ce livre dans votre bibliothèque. Il parle des poissons, comme ceux de votre aquarium. » François reconnut un ouvrage sur la vie marine qu'il avait acheté lors d'un voyage aux Maldives, puis oublié sur une étagère. « Tu aimes les livres sur les animaux ?»« J'adore les animaux, » confirma Camille avec enthousiasme. « À l'école, j'ai fait un exposé sur les dauphins. La maîtresse a dit que c'était très bien. » Elle s'approcha de son bureau, posant le livre devant lui. « Vous pouvez m'expliquer les mots difficiles ? Maman est occupée à nettoyer la salle de bain. » François regarda l'enfant, puis les contrats qu'il était en train d'examiner. Des documents qui représentaient des millions d'euros, des négociations impitoyables, des stratégies pour maximiser ses profits. Et soudain, tout cela lui sembla moins urgent que d'expliquer à une petite fille curieuse comment les poissons respirèrent sous l'eau. « Viens, dit-il en tirant une chaise à côté de la sienne, « montre-moi ce que tu ne comprends pas. » Pendant la demi-heure qui suivit, François se transforma en professeur patient, expliquant les écosystèmes marins, les différentes espèces de poissons et même l'importance de préserver les océans. Camille l'écoutait avec une attention qui le touchait profondément, posant des questions pertinentes qui révélaient une intelligence vive. Sophie les trouva ainsi, penchés ensemble sur le livre, François dessinant même un schéma pour expliquer la chaîne alimentaire marine. Elle s'arrêta à la porte, stupéfaite par cette scène inattendue. « Camille !» s'exclama-t-elle. « Je t'avais dit de ne pas déranger Monsieur Mercier. » François leva la main pour l'apaiser. « Elle ne me dérange pas du tout. Au contraire, cette pause est rafraîchissante. » Sophie hésita, puis sourit légèrement. « Et... bien, il est temps pour notre déjeuner, Camille. Viens maintenant. »« On peut manger avec Monsieur François aujourd'hui aussi ?» demanda Camille avec espoir. François surprit le regard gêné de Sophie. « J'ai une réunion par téléphone, » dit-il, sentant qu'elle préférait peut-être un moment seul avec sa fille. « Mais demain, certainement. » Après leur départ, François resta assis à son bureau, contemplant le livre illustré que Camille avait oublié. Quelque chose avait changé en lui, comme si une porte longtemps fermée s'était entr'ouverte. Cette sensation était à la fois troublante et agréable. Son téléphone vibra, le ramenant à la réalité. Un message du docteur Bonnet. Résultat des derniers tests disponibles. Situation stable mais préoccupante. Discutons des prochaines étapes. Disponible cet après-midi. La brève euphorie qu'il avait ressentie s'évanouit. La réalité de T-Stop, sa condition médicale le rattrapait. Il répondit rapidement qu'il passerait au cabinet vers 16 heures, puis se força à se concentrer sur son travail, mais ses pensées dérivaient constamment. À 16 heures précises, François entra dans le cabinet du docteur Bonnet. Le médecin, un homme d'une 60aine d'années, au regard bienveillant derrière des lunettes à monture fine, l'accueillit avec une poignée de main ferme. « Monsieur Mercier, merci d'être venu si rapidement. » Il l'invita à s'asseoir et ouvrit un dossier sur son bureau. « J'ai étudié vos derniers résultats. La cardiomyopathie progresse, mais les médicaments semblent ralentir légèrement son évolution. » François hocha la tête, attendant la suite. « Cependant, poursuivit le médecin, je dois être honnête avec vous. Sans transplantation, nous ne pouvons qu'atténuer les symptômes. J'ai pris la liberté de vous inscrire sur la liste d'attente. Nationale, mais vous connaissez la situation. Les donneurs sont rares et les critères de compatibilité stricts. « Quelles sont mes chances ?» demanda François, sa voix trahissant une émotion qu'il tentait de contenir. Le docteur Bonnet retira ses lunettes, un geste qui semblait indiquer la gravité de sa réponse. Même avec une transplantation, les risques sont significatifs. Dans votre cas spécifique, les chances de succès seraient d'environ 30%. Mais sans intervention... Il laissa sa phrase en suspens, mais François comprit parfaitement. Sans transplantation, son avenir se comptait, en mois, pas en années. « Je vois, » dit-il simplement. « Et en attendant, nous allons ajuster votre traitement. Surveillez tout symptôme inquiétant. Essoufflement sévère, douleur thoracique, vertige.
N'hésitez pas à me contacter jour et nuit. » Le médecin hésita, puis ajouta « Avez-vous que quelqu'un dans votre entourage? Un soutien personnel est important dans ces moments. » François pensa immédiatement à Sophie et Camille, puis se sentit ridicule. Une femme de ménage et sa fille, qu'il connaissait depuis quelques jours à peine, pouvaient-elles être considérées comme un soutien personnel? « Je m'organiserai, » répondit-il évasivement. Sur le chemin du retour, dans sa voiture conduite par son chauffeur impassible, François regardait les rues parisiennes défiler sans vraiment les voir. La pluie avait cessé, laissant place à un soleil timide qui faisait briller les pavés humides. Cette beauté éphémère lui sembla soudain chargée de sens, comme si pour la première fois, il prenait réellement conscience de la fragilité de l'existence. Arrivé chez lui, François fut accueilli par un silence inhabituel. Sophie et Camille étaient déjà parties. Madame Leroy l'informa qu'elles avaient terminé plus tôt que prévu et que Sophie avait laissé un message disant qu'elle serait absente le lendemain pour un rendez-vous important. Cette nouvelle le contraria plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il avait attendu avec impatience leur présence le lendemain, réalisa-t-il avec surprise. Quand ces deux personnes étaient-elles devenues si importantes dans sa routine quotidienne? Ce soir-là, l'appartement lui parut plus vide que jamais. Après un dîner solitaire à peine touché, François se dirigea vers sa cave à vin et sélectionna une bouteille de Château Margaux 1990, un grand cru qu'il réservait habituellement pour des occasions spéciales. « Quelle occasion plus spéciale que d'apprendre qu'on va mourir » murmura-t-il avec une ironie amère en débouchant la bouteille. Verre à la main, il s'installa dans son salon face aux lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Les paroles du médecin résonnaient dans sa tête, se mêlant aux souvenirs récents de Camille, expliquant pourquoi elle aimait les dauphins, de Sophie riant discrètement à une blague qu'il avait faite au déjeuner. Des moments simples, ordinaires pour la plupart des gens, mais extraordinaires pour lui qui avait passé des décennies à éviter toute connexion émotionnelle. Le lendemain matin, François se réveilla avec une résolution nouvelle. Si son temps était compté, il ne le passerait pas enfermé dans son bureau à accumuler encore plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser. Il annula ses rendez-vous de la journée, ignorant les protestations de son assistante, et sortit de chez lui sans destination précise. Il marcha le long de la Seine, observant les bouquinistes qui installaient leurs étals, les touristes qui prenaient des photos, les Parisiens qui se hâtaient vers leur travail, la vie ordinaire qui continuait, indifférente à ses préoccupations. Cette pensée, au lieu de l'attrister, lui apporta un étrange réconfort. Le monde continuerait après lui, comme il avait continué après tant d'autres. En passant devant une librairie pour enfants, il s'arrêta net. Dans la vitrine s'étalaient des livres illustrés sur les animaux marins, similaires à celui que Camille avait trouvé chez lui. Sans réfléchir, il entra et ressortit quelques minutes plus tard avec un sac contenant plusieurs ouvrages, dont un magnifique atlas des océans avec des illustrations en relief. De retour chez lui en début d'après-midi, François fut surpris de trouver Sophie et Camille dans son salon. Madame Leroy expliqua que Sophie avait appelé pour dire que son rendez-vous avait été annulé et qu'elle pouvait venir travailler finalement. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit Sophie en le voyant. « J'ai pensé qu'il valait mieux rattraper le temps perdu. »« Pas du tout, » répondit François, cachant mal sa satisfaction. Il remarqua alors que Camille semblait inhabituellement calme, presque triste, assise dans un coin avec sa poupée de chiffon. « Tout va bien avec Camille ?» Sophie baissa la voix. « Notre rendez-vous ce matin était avec son école. Il y a eu quelques problèmes. Des enfants qui se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas les mêmes choses qu'eux. Vous savez comment peuvent être les enfants. » François regarda la petite fille qui fixait sa poupée sans enthousiasme. « Je vois, » dit-il doucement. Puis, prenant une décision impulsive, « J'ai quelque chose pour elle. » Il s'approcha de Camille et s'accroupit à son niveau. « J'ai trouvé des livres que tu pourrais aimer, » dit-il en sortant les ouvrages du sac. « Celui-ci montre les océans du monde entier, et quand tu ouvres cette page, les animaux marins se dressent en 3D. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent d'émerveillement alors qu'elle tournait délicatement les pages du livre. « C'est pour moi? Vraiment? » « Bien sûr, » confirma François, surpris par la chaleur qu'il ressentait devant sa joie évidente. Sophie s'approcha, visiblement émue et gênée à la fois. « Monsieur Mercier, c'est très généreux, mais nous ne pouvons pas accepter. »
S'il vous plaît, l'interrompit-il. Cela me fait plaisir, et appelez-moi François, je crois que nous avons dépassé le stade des formalités. Cette simple phrase marquait un tournant dans leur relation, et ils en étaient tous conscients. Sophie sourit légèrement puis hocha la tête. Merci, François. Entendre son prénom prononcé avec cette douceur éveilla en lui une émotion qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Il se détourna rapidement, prétextant un appel à passer, mais en réalité, il avait besoin d'un moment pour comprendre ce qui lui arrivait. Dans son bureau, François resta immobile, contemplant la ville par la fenêtre. Son cœur défaillant battait plus vite, non pas à cause de sa maladie, mais en réaction à quelque chose de bien plus déroutant, des sentiments naissants pour une femme qu'il connaissait à peine et un attachement grandissant pour une enfant qui avait réussi en quelques jours seulement à franchir les barrières qu'il avait érigées autour de lui pendant des décennies. « Quelle ironie !» murmura-t-il pour lui-même. « Juste au moment où je découvre une raison de vivre. » Chapitre 4. Les ombres du passé. Les semaines suivantes furent marquées par un changement subtil mais profond dans l'appartement parisien de François. Le silence oppressant avait cédé la place à une ambiance plus légère, ponctuée par les questions incessantes de Camille et les conversations de plus en plus naturelles entre François et Sophie. Même Madame Leroy, initialement perplexe face à cette transformation, semblait s'être adaptée à cette nouvelle dynamique, préparant désormais des repas pour 3 personnes sans qu'on le lui demande. Un vendredi soir, alors que Sophie et Camille s'apprêtaient à partir comme d'habitude, une violente tempête s'abattit sur Paris. La pluie tombait en trombe, accompagnée d'éclairs qui illuminaient le ciel assombri et de coups de tonnerre qui faisaient trembler les fenêtres. « C'est impossible de sortir par ce temps », décréta François en regardant par la fenêtre. « Vous devriez rester ici jusqu'à ce que ça se calme. » Sophie hésita, visiblement mal à l'aise. « C'est très gentil, mais nous ne voulons pas abuser. »« Ce n'est pas abuser, » insista-t-il. « C'est du bon sens. Regardez dehors, même les taxis ne circulent plus. » Comme pour confirmer ses paroles, un éclair particulièrement puissant zébra le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Camille sursauta et se blottit contre sa mère. « D'accord, » céda finalement Sophie. « Merci, François. » Il les conduisit dans le salon, où Madame Leroy, avant de partir, avait allumé un feu dans la cheminée. L'atmosphère était chaleureuse malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur. François servit un thé à Sophie et un chocolat chaud à Camille, puis s'installa dans son fauteuil avec un verre de cognac. « Je n'ai jamais vu un orage aussi fort », commenta Sophie en regardant par la fenêtre. « Paris a ses humeurs », répondit François. « Cette ville peut être aussi imprévisible qu'une femme capricieuse. » Sophie sourit à cette comparaison. « Vous y avez toujours vécu ?»« Presque, » dit-il. « Je suis né à Lyon, mais je suis venu à Paris pour mes études et je n'en suis jamais reparti. Et vous, votre accent n'est pas parisien. » Sophie prit une gorgée de thé avant de répondre. « Je viens de Marseille. J'y ai vécu jusqu'à il y a 3 ans. »« Et maintenant, vous nettoyez des appartements à Paris, » observa François sans jugement. « C'est un changement considérable. » Une ombre passa sur le visage de Sophie. La vie prend parfois des tournants inattendus. François sentit qu'il touchait à quelque chose de sensible. Il jeta un coup d'œil à Camille, qui s'était endormie. Sur le canapé, sa tête reposant sur les genoux de sa mère. « Elle s'est endormie, » murmura-t-il. « Voulez-vous que je la porte dans la chambre d'amis? Elle y sera plus confortable. » Sophie acquiesça avec reconnaissance. François souleva délicatement la petite fille, qui ne se réveilla pas, juste un léger murmure s'échappant de ses lèvres. Il fut surpris par la légèreté de ce petit corps, par la confiance inconsciente qu'elle lui accordait dans son sommeil. Il la porta jusqu'à la chambre d'amis et la déposa doucement sur le lit. Sophie, qui l'avait suivie, la couvrit tendrement avec une couverture. « Elle vous fait confiance », dit Sophie à voix basse lorsqu'ils retournèrent au salon. « C'est rare. Après tout ce qui s'est passé, elle n'accorde pas facilement sa confiance aux hommes. » François attendit, sentant qu'elle avait besoin de parler. Il se contenta de remplir à nouveau son verre et de raviver le feu. « Mon ex-mari, » commença Sophie après un long moment de silence, « était un homme violent. Pas au début, bien sûr. Au début, il était charmant, attentionné. Nous nous
Sommes rencontrés à Marseille, où il travaillait comme agent immobilier. Il savait comment séduire, comment faire croire à une femme qu'elle était spéciale. Elle fixait les flammes qui dansaient dans la cheminée, comme si elle y voyait défiler son passé. Après notre mariage, les choses ont changé. D'abord, subtilement, puis de façon plus évidente. Des critiques constantes, puis des colères, puis des coups. François sentit une rage froide monter en lui, mais il resta silencieux, ne voulant pas interrompre ce récit douloureux. Quand Camille est née, j'ai espéré que cela le changerait. Pendant un temps, ça a semblé fonctionner. Il était fier d'être père, il nous couvrait de cadeaux, il semblait avoir trouvé un équilibre. Mais ce n'était qu'une façade. Quand Camille a eu 3 ans, les violences ont repris, pire qu'avant. Un soir, il est rentré ivre et a commencé à crier que Camille faisait trop de bruit. Il a levé la main sur elle. Sa voix se brisa. François voulut s'approcher, la réconforter, mais quelque chose le retint. Ce n'était pas son rôle, pas encore. Cette nuit-là, j'ai pris Camille et nous sommes partis. Juste quelques vêtements dans un sac, tout ce que je pouvais porter. Nous avons pris un train pour Paris où vivait une cousine éloignée. Pendant 1 an, nous avons vécu chez elle, dans un petit studio à Belleville. Je faisais des ménages, je gardais des enfants. Tout ce que je pouvais trouver pour économiser et nous offrir notre propre appartement. Sophie prit une profonde inspiration. Laurent, mon ex-mari, nous a retrouvés 6 mois après notre arrivée à Paris. Il a fait des scènes terribles, menaçant de prendre Camille, prétendant que j'étais instable, que je lui avais volé. Sa fille. J'ai obtenu une ordonnance restrictive, mais il l'a violée plusieurs fois. Nous avons dû déménager à nouveau, changer d'école pour Camille. C'est pour ça que nous vivons maintenant dans ce petit appartement à Saint-Denis, loin du centre. C'est tout ce que je peux me permettre, mais au moins il ne nous a pas retrouvés. Pas encore. Le tonnerre grondait toujours à l'extérieur, mais moins violemment qu'auparavant. La pluie continuait de frapper les fenêtres, créant une mélodie monotone qui accompagnait le récit de Sophie. « Je suis désolée, dit-elle soudain, semblant revenir au présent. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Ce ne sont pas vos problèmes. » François se leva et s'approcha d'elle, s'asseyant sur le canapé à une distance respectueuse. « Ne vous excusez pas. Je vous remercie de me faire confiance avec votre histoire. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de sa voix. « C'est étrange. Il y a quelques semaines, vous étiez ce patron intimidant dont tout le monde parlait dans l'agence. Et maintenant ?»« Et maintenant ?» demanda-t-il. « Doucement. Maintenant, vous êtes différent. Ou peut-être que c'est simplement que je vois qui vous êtes vraiment sous cette façade de froideur. » François sourit légèrement. « Peut-être que j'ai changé. Ou peut-être que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un qui voit au-delà des apparences. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le crépitement du feu et la respiration régulière de Camille, qui dormait dans la pièce voisine. « Et vous ?» demanda finalement Sophie. « Vous ne m'avez jamais parlé de votre vie, de votre passé. » François hésita. Il n'avait pas l'habitude de se confier, de partager ses pensées les plus intimes. Mais après ce que Sophie lui avait révélé, il cassinissam lui semblait juste de s'ouvrir à son tour. « Mon histoire est moins dramatique que la vôtre. » commença-t-il. « Je viens d'une famille de la classe moyenne de Lyon. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère infirmière. Ils m'ont élevé avec des valeurs solides, l'importance du travail, de l'éducation. » Il se leva et alla se servir un autre verre de cognac, comme pour se donner du courage. « À la faculté de droit, j'ai découvert que j'avais un talent pour les affaires. J'ai commencé par de petits investissements immobiliers, puis j'ai créé ma société. Le succès est venu rapidement, peut-être trop rapidement. » Il revint s'asseoir, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « J'ai été marié, brièvement, dans ma jeunesse. Elle s'appelait Claire. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avions les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Mais alors que ma carrière décollait, notre relation s'est détériorée. Je travaillais trop, je négligeais notre couple. Après 2 ans, elle est partie, je ne l'ai pas blâmée. » Sophie l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Après Claire, il y a eu d'autres relations, mais rien de sérieux. J'ai mis toute mon énergie dans les affaires, construisant cet empire immobilier qui me définit aux yeux du monde. Jusqu'à récemment, je pensais que c'était suffisant. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Sophie doucement. François hésita, incertain, de vouloir lui révéler sa condition médicale. « Pas encore. Disons que j'ai eu une prise de conscience.
sur ce qui est vraiment important. La tempête s'était calmée, laissant place à une pluie légère. Le silence qui s'installa n'était pas pesant mais complice, comme si un lien invisible s'était tissé entre eux. « Il se fait tard », dit finalement François. « Vous devriez vous reposer. La chambre d'amis est assez grande pour vous deux. » Sophie acquiesça, puis se leva. Avant de quitter la pièce, elle se tourna vers lui. « Merci, François. Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. Pour votre gentillesse envers Camille. Pour m'avoir écouté. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit-il simplement. « Pour avoir apporté un peu. » De vie dans cet appartement trop silencieux. Leurs regards se croisèrent un instant de plus, puis Sophie disparut dans le couloir. François resta seul devant la cheminée, contemplant les braises mourantes. Quelque chose d'important venait de se passer, quelque chose qui dépassait la simple confidence partagée au cours d'une soirée d'orage. Le lendemain matin, François se réveilla plus tôt que d'habitude. Il prépara lui-même le petit déjeuner, une tâche qu'il n'avait pas accomplie depuis des années. Lorsque Sophie et Camille émergèrent de la chambre d'amis, elles trouvèrent la table dressée avec du café, du chocolat chaud, des croissants, frais et des fruits. « Vous avez fait tout ça ?» demanda Sophie, stupéfaite. « Ne soyez pas trop impressionnés, » répondit François avec un sourire. « Les croissants viennent de la boulangerie du coin. J'ai juste marché jusque là-bas. »« C'est déjà beaucoup, » dit-elle en s'asseyant, tandis que Camille s'installait avec enthousiasme devant son bol de chocolat. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance détendue, presque familiale. François regardait Sophie et Camille interagir, leur complicité évidente, leur affection mutuelle qui se manifestait dans chaque geste, chaque regard. Il ressentit soudain un désir profond de faire partie de cette unité, d'appartenir à ce cercle d'amour et de confiance. Après le repas, alors que Sophie aidait Camille à se préparer pour partir, François prit une décision impulsive. « J'aimerais vous inviter toutes les deux à déjeuner demain. Pas ici, mais dans un restaurant que je connais près du jardin du Luxembourg. Camille pourrait voir les canards sur le bassin, et le parc est magnifique en cette saison. » Sophie parut surprise par cette invitation. Comme une sortie, comme un dimanche entre amis, répondit François, hésitant sur le dernier mot, incertain de comment définir leur relation. Nous adorerions, accepta Sophie après un moment de réflexion. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, François fut pris d'une nouvelle, quinte de tout plus violente que la précédente. Il s'appuya contre le mur, le visage pâle, essayant de reprendre son souffle. Cette fois, Sophie n'ignora pas l'incident. « François, vous êtes malade, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. C'est grave, n'est-ce pas ?» Il la regarda, pesant ses options. Le mensonge lui semblait désormais impossible, pas après la confiance qu'elle lui avait témoignée la veille. « Oui, » admit-il finalement, « c'est mon cœur, une cardiomyopathie. Avancée, sans transplantation, les médecins disent que j'ai peut-être 1 an au mieux. » Sophie porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Oh, François, je ne voulais pas vous inquiéter, » expliqua-t-il. « Ça ne change rien à... » « Bien sûr que si, ça change tout, » l'interrompit-elle avec une intensité qui le surprit. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» François haussa les épaules, un geste étrangement vulnérable pour un homme habituellement si maîtrisé. « Peut-être que je ne voulais pas que vous me voyiez différemment, comme quelqu'un de faible, de mourant. » Sophie s'approcha de lui et, dans un geste qui les surprit tous les deux, prit sa main dans la sienne. « Vous n'êtes pas faible, François. Vous êtes l'homme le plus fort que je connaisse. » Ce simple contact, cette affirmation sincère, toucha François plus profondément que n'importe quel discours élaboré. Il serra doucement sa main, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Camille, qui avait observé la scène sans comprendre pleinement, s'approcha et prit l'autre main de François. « Est-ce que vous êtes triste parce que vous êtes malade ?» demanda-t-elle avec la franchise désarmante des enfants. François s'agenouilla pour être à son niveau. « Un peu, oui, mais aujourd'hui je suis surtout heureux que vous soyez là, toi et ta maman. » Camille hocha la tête sérieusement. « Maman dit toujours que quand on est malade, il faut des câlins et des histoires. Ça aide à guérir. » François sourit, ému par cette sagesse enfantine. « Ta maman est très sage alors. » Lorsqu'elles partirent, finalement, François resta un long moment immobile dans l'entrée,
contemplant la porte fermée. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu son diagnostic, il ressentait autre chose que de la résignation ou du désespoir. Une émotion qu'il n'osait pas encore nommer, mais qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Chapitre 5. Renaissance. Le déjeuner au jardin du Luxembourg se transforma en un moment précieux que François inscrivit dans sa mémoire comme un des jours les plus heureux de sa vie récente. Le temps était clément, un soleil doux, d'automne illuminait les arbres aux feuilles dorées et rougeoyantes. Camille courait d'un canard à l'autre, riant aux éclats, tandis que Sophie et François la suivaient à distance, parlant de tout et de rien. « Elle est tellement pleine de vie !» observa François en regardant la petite fille qui s'émerveillait devant chaque nouvelle découverte. « Oui !» acquiesça Sophie avec un sourire tendre. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle garde cette joie, cette curiosité. Les enfants ont une résilience étonnante. Ils s'assirent sur un banc, observant Camille qui jetait maintenant du pain au canard sous la surveillance d'une Sophie attentive. « Comment allez-vous vraiment ?» demanda Sophie, tournant son regard vers lui. Pas de réponse de façade, s'il vous plaît. François apprécia sa franchise. Physiquement, les médicaments contrôlent les symptômes pour l'instant. Des jours meilleurs que d'autres. Mentalement, il fit une pause, cherchant ses mots. C'est étrange. Depuis que j'ai reçu ce diagnostic, je vois le monde différemment. Les couleurs semblent plus vives, les moments plus précieux, comme si j'avais été aveugle pendant des années. Sophie hocha la tête, compréhensive. La perspective de « la fin » nous rappelle la valeur du présent. Exactement, confirma François. Avant, j'étais obsédé par l'avenir, par la croissance de mon entreprise, par l'accumulation de richesses. Maintenant, je me demande pourquoi. Pour qui est-ce que j'amassais toute cette fortune? Il regarda Camille qui riait en voyant un canard attraper un morceau de pain particulièrement gros. Vous savez ce qui est ironique? J'ai toujours pensé que ma réussite professionnelle était ma plus grande fierté. Mais quand je regarde en arrière, je ne vois que des transactions, des contrats, des bâtiments vides. Rien qui ait vraiment de l'importance. Sophie posa doucement sa main sur la sienne, un geste qui devenait de plus en plus naturel entre eux. Il n'est jamais trop tard pour changer cette histoire. François tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Ce simple contact lui procurait une chaleur qu'aucun succès financier ne lui avait jamais apportée. Après le déjeuner dans un petit restaurant du quartier, ils flânèrent dans les allées du jardin, s'arrêtant pour admirer les statues, les fontaines, les parterres de fleurs encore colorées malgré l'automne avancé. Camille courait devant eux, s'arrêtant parfois pour ramasser une feuille particulièrement belle ou pour observer un insecte. François réalisait que cette simple promenade dominicale, si banale pour la plupart des gens, représentait pour lui une expérience nouvelle et précieuse. « J'aimerais vous montrer quelque chose », dit-il soudainement, « si vous n'êtes pas pressé de rentrer. » Sophie le regarda avec curiosité. « Nous avons tout notre temps. » François les conduisit à sa voiture, où son chauffeur attendait patiemment. Il donna une adresse dans le 15e arrondissement, un quartier résidentiel calme loin des zones touristiques. « Où allons-nous » demanda Sophie, intriguée. « C'est une surprise », répondit François avec un sourire mystérieux. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un immeuble moderne aux lignes épurées. François les invita à descendre et les guida jusqu'au 5e étage. Il sortit une clé et ouvrit la porte d'un appartement spacieux et lumineux, entièrement vide. « C'est l'un de mes derniers investissements », expliqua-t-il en les conduisant vers le salon qui offrait une vue dégagée sur un petit parc. « L'immeuble vient d'être terminé. Cet appartement n'a pas encore été mis sur le marché. » Camille courait déjà d'une pièce à l'autre, explorant ce nouvel espace avec enthousiasme. « C'est tellement grand !» s'exclamait-elle. Sophie regardait. Autour d'elle, admirant les grandes fenêtres, les hauts plafonds, la cuisine ouverte et moderne. « C'est magnifique !» dit-elle sincèrement. « Ça va se vendre très vite. » François l'observa un moment avant de répondre. « En fait, je pensais à vous le proposer. » Sophie se figea, incrédule. « Pardon ? Je voudrais que vous et Camille viviez ici, » expliqua François, soudain nerveux comme un adolescent. « Pas comme locataire. Je veux vous l'offrir. » Sophie recula, d'un pas secouant la tête. « François, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter. »« Pourquoi pas ?» insista-t-il doucement. « Cet appartement est vide, inutilisé. Vous m'avez parlé de vos conditions de vie actuelles.
de cet appartement minuscule à Saint-Denis, de votre peur constante que Laurent vous retrouve. Ici, vous seriez en sécurité. L'immeuble a un gardien, un système de sécurité moderne. Camille aurait sa propre chambre. Il y a une bonne école à 2 rues d'ici. Sophie semblait submergée par l'émotion. François, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyablement généreux, mais je ne peux pas accepter un tel cadeau. Ce serait comme si... Comme si quoi? Demanda-t-il, s'approchant d'elle. Comme si j'étais avec vous pour votre argent, murmura-t-elle, les yeux baissés. Je ne veux pas que vous pensiez ça. Je ne veux pas que qui que ce soit pense ça. François prit doucement son menton entre ses doigts, l'obligeant à le regarder. Sophie, personne qui vous connaît ne pourrait jamais penser une telle chose. Et si c'était important pour moi? Si offrir cet appartement à vous et à Camille me rendait heureux, n'ai-je pas le droit de faire quelque chose qui me donne de la joie, surtout maintenant? Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. Vous utilisez votre maladie contre moi. Ce n'est pas juste. François sourit légèrement. Je n'ai jamais prétendu être juste. J'ai été un homme d'affaires impitoyable pendant trop longtemps pour changer complètement. Cette remarque lui arracha un petit rire malgré ses larmes. Camille revint en courant, interrompant leur moment d'intimité. « Maman, il y a une chambre avec une fenêtre qui donne sur des arbres, des vrais arbres. On peut vivre ici. » Sophie regarda sa fille. Puis François, indécise. « Camille, ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas ?» insista la petite fille. « François est notre ami maintenant, et les amis s'entraident. » La simplicité de cette logique enfantine les fit sourire tous les deux. François s'agenouilla devant Camille. « Tu as tout à fait raison. Les amis s'entraident, et j'aimerais beaucoup vous aider, ta maman et toi. » Sophie soupira, vaincue par cette alliance inattendue. « Nous pourrions peut-être y réfléchir, concéda-t-elle, mais je voudrais contribuer d'une façon ou d'une autre. Payer un loyer, même modeste. Nous en discuterons, promit François, sachant qu'il avait déjà gagné sur l'essentiel. Et à Courset. Le chemin du retour, Camille s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par cette journée riche en émotions. Sophie regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « À quoi pensez-vous » demanda doucement François. Elle se tourna vers lui, son visage reflétant un mélange de gratitude et d'inquiétude. « À tout ce qui a changé en si peu de temps. Il y a un mois, j'étais terrifié à l'idée de travailler pour le redoutable François Mercier. Maintenant... » « Maintenant » l'encouragea-t-il. « Maintenant, je me demande ce que je ferais si vous n'étiez plus là, » avoua-t-elle dans un murmure, comme si prononcer ces mots à voix haute pouvait les rendre réels. François sentit son cœur se serrer. Non pas de douleur physique cette fois, mais d'émotion. « Sophie, quoi qu'il arrive, je m'assurerai que vous et Camille ne manquiez jamais de rien. »« Ce n'est pas l'argent qui m'inquiète, » répondit-elle en secouant la tête. « C'est vous, votre présence. La façon dont vous regardez Camille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. La façon dont vous m'écoutez vraiment quand je parle. » François prit sa main, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Ils restèrent ainsi, en silence, jusqu'à leur arrivée à l'appartement du 16e arrondissement. Alors, qu'ils entraient, le téléphone de François sonna. Il reconnut le numéro du docteur Bonnet et s'excusa pour répondre en privé. Dans son bureau, il écouta attentivement ce que le médecin avait à lui dire. « Monsieur Mercier, j'ai des nouvelles, importantes. Un donneur potentiellement compatible a été identifié. C'est encore préliminaire, mais je voulais vous en informer immédiatement. Nous devrons faire des tests supplémentaires pour confirmer la compatibilité. » François s'assit lentement, les jambes soudain faibles. Quelle est la probabilité que cela fonctionne? Si la compatibilité est confirmée, vos chances passeraient à environ 50%. C'est une amélioration significative par rapport à notre estimation précédente. Quand saurons-nous? D'ici une semaine, peut-être moins. Je vous conseille de vous préparer mentalement. Si tout est compatible, l'opération pourrait avoir lieu rapidement. François raccrocha, l'esprit tourbillonnant. Pour la première fois depuis son diagnostic, une lueur d'espoir concrète apparaissait. Non pas une simple possibilité théorique, mais une chance réelle. Et cette chance arrivait précisément au moment où il avait trouvé une raison de vivre. Il retourna au salon où Sophie avait installé Camille, toujours endormie sur le canapé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète en voyant son expression. « Oui »
répondit-il, un sourire se dessinant lentement sur son visage. C'était mon médecin. Il y a un donneur potentiel pour une transplantation cardiaque. Rien n'est certain, mais c'est un espoir. Sophie porta une main à sa bouche, les yeux brillants de larmes. Oh, François, c'est merveilleux. Censée réfléchir, elle se précipita vers lui et l'enlaça. François referma ses bras autour d'elle, savourant cette étreinte qu'il avait tant désirée sans oser se l'avouer. Ils restèrent ainsi un long moment, partageant instant d'espoir et de connexion. 50% de chance, murmura-t-il contre ses cheveux. Ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Sophie se recula légèrement pour le regarder dans les yeux. 50%, c'est beaucoup. C'est une chance sur 2. Et puis, vous êtes un battant, n'est-ce pas? Vous avez bâti un empire à partir de rien. Une petite transplantation cardiaque ne va pas vous arrêter. Son optimisme, sa confiance. En lui touchèrent à François profondément. Avec vous et Camille à mes côtés, je me sens capable de tout affronter. Sophie hésita un instant, puis se hissa sur la pointe des pieds et posa délicatement ses lèvres sur les siennes. Ce baiser doux et hésitant d'abord s'approfondit lorsque François y répondit avec une tendresse qu'ils ne se connaissaient pas. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux semblaient légèrement étourdis par ce pas franchi. « Je devrais rentrer », murmura Sophie, bien que son ton suggérât le contraire. « Il se fait tard. »« Restez », proposa François. « Pas seulement ce soir. Restez ici avec Camille jusqu'à ce que l'appartement du 15e soit prêt. Cet endroit est trop grand pour... Moi seul et la chambre d'amis vous attend déjà. » Sophie hésita, pesant cette proposition. « Qu'en dira Madame Leroy ?» François sourit. Elle sera probablement soulagée de voir enfin un peu de vie dans cet appartement. Et puis, ce n'est pas à elle de décider qui j'invite chez moi. « Laissez. Gens vont parler, avertit-elle. « Laissons-les parler, répondit-il avec un haussement d'épaule. À mon âge, avec ma condition, les commérages sont le cadet de mes soucis. » Sophie regarda Camille, qui dormait paisiblement, puis François, qui attendait sa réponse, avec une vulnérabilité touchante. « D'accord, décida-t-elle finalement. Nous resterons, mais je continuerai à travailler, à contribuer d'une façon ou d'une autre. »« Comme vous voudrez, » accepta François, sachant que cette fierté, cette indépendance, faisait partie de ce qu'il admirait chez elle. Cette nuit-là, allongé dans son lit, François repensa aux événements extraordinaires des dernières semaines. Comment sa vie avait basculé d'une existence froide et solitaire à ce sentiment de plénitude qu'il ressentait maintenant. Il pensa à Sophie qui dormait dans la chambre voisine, à Camille, dont le rire cristallin résonnait désormais dans cet appartement autrefois silencieux. Il pensa à cette chance sur 2 que lui offrait la médecine, à cet avenir qu'il n'osait pas encore imaginer pleinement. Pour la première fois depuis longtemps, François Mercier s'endormit avec un sourire, aux lèvres, le cœur empli non pas de douleur mais d'espoir. Les jours suivants établirent une nouvelle routine dans l'appartement. Sophie continuait à s'occuper du ménage, mais désormais comme une résidente plutôt qu'une employée. François avait engagé une entreprise pour préparer l'appartement du 15e arrondissement, le faisant peindre et meubler selon les goûts de Sophie et Camille. Un matin, alors que François prenait son petit déjeuner avec elle, son téléphone sonna. C'était le docteur Bonnet. « Monsieur Mercier, les résultats sont revenus. La compatibilité est confirmée. Nous pouvons procéder à la transplantation dès que vous serez prêt. » François sentit son cœur, ce même cœur défaillant qui allait bientôt être remplacé, battre plus fort. Quand? Idéalement dans les prochains jours. Le donneur est en état de mort cérébrale mais maintenu en vie artificiellement. Sa famille a donné son accord. Il nous faut votre décision rapidement. « Je suis prêt », affirma François sans hésitation. « Dites-moi quand me présenter à l'hôpital. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Sophie qui l'observait avec inquiétude, ayant deviné la nature de l'appel. « C'est pour bientôt », annonça-t-il simplement. « La transplantation dans les prochains jours. » Sophie prit sa main par-dessus la table. « Nous serons là, avant, pendant, après. Vous n'êtes plus seul, François. » Ces simples mots, prononcés avec tant de conviction, valaient plus que toutes les richesses qu'il avait accumulées au cours de sa vie. Il n'était plus seul. Quelle que soit l'issue de cette opération, il affronterait son destin entouré de l'amour qu'il avait si longtemps rejeté. Chapitre 6. Le battement de l'espoir. Là,
Veille de l'opération, François prit une décision importante. Il convoqua son notaire à son appartement pour une affaire urgente. L'homme arriva en fin d'après-midi, mallette en main, l'air préoccupé par cette convocation précipitée. « Maître Dubois, merci d'être venu si rapidement », l'accueillit François en le conduisant dans son bureau. « Votre appel semblait urgent, monsieur Mercier », répondit le notaire en s'installant. « Que puis-je faire pour vous ?» François s'assit face à lui, l'expression grave. « Je veux modifier mon testament. »« Complètement. Et établir quelques documents supplémentaires. » Le notaire sortit un bloc-notes. « Je vous écoute. » Pendant l'heure qui suivit, François dicta ses nouvelles volontés avec une clarté et une précision qui surprirent même le notaire habitué à sa rigueur professionnelle. Lorsqu'ils eurent terminé, Maître Dubois rangea ses notes avec un air pensif. « C'est un changement radical, monsieur Mercier. Puis-je me permettre de vous demander ce qui motive une telle décision ?» François sourit légèrement. « Disons que j'ai découvert ce qui compte vraiment dans la vie, maître. Un peu tard peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. » Après le départ du notaire, François rejoignit Sophie et Camille dans le salon. La petite fille jouait avec une poupée que François lui avait offerte, tandis que Sophie lisait un livre, confortablement installée dans un fauteuil. Cette scène domestique, si banale pour la plupart des gens, représentait pour lui un trésor inestimable. « Tout va bien ?» demanda Sophie, en levant les yeux de son livre. « Ton rendez-vous s'est bien passé ?» François acquiesça, s'asseyant à côté d'elle. « Parfaitement. Juste quelques affaires à mettre en ordre avant demain. » Il n'avait pas voulu l'inquiéter en lui parlant du testament. Camille, sentant peut-être la tension sous-jacente, s'approcha et grimpa sur ses genoux, sans hésitation. « Tu vas avoir un nouveau cœur demain ?» demanda-t-elle avec la franchise désarmante des enfants. François sourit, caressant doucement ses cheveux. « Oui, c'est ça. Les médecins vont me donner un cœur plus fort. Et après, tu ne seras plus malade ?»« Si tout se passe bien, non. Je ne serai plus malade. » Camille hocha la tête sérieusement. « Maman et moi, on va faire une prière pour ton nouveau cœur ce soir. Maman dit que ça aide. » François jeta un regard à Sophie qui rougit légèrement. « C'est très gentil, Camille. Je suis sûr que ça aidera beaucoup. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, une habitude qui s'était naturellement installée ces derniers jours. Madame Leroy, qui avait accueilli la présence de Sophie et Camille avec une surprise initiale, suivie d'une approbation silencieuse, avait préparé un repas spécial à la demande de François. « À demain, » dit François, levant son verre d'eau, l'alcool lui étant interdit avant l'opération. « À demain » répétèrent Sophie et Camille en chœur, leurs yeux reflétant un mélange d'espoir et d'inquiétude. Plus tard, après avoir mis Camille au lit, Sophie rejoignit François sur la terrasse. La nuit était claire, les lumières de Paris scintillant sous eux comme un tapis d'étoiles. « Tu as peur ?» demanda-t-elle doucement, se tenant près de lui. François réfléchit un moment avant de répondre. « Pas de l'opération elle-même, plutôt de ce que je pourrais manquer si ça ne fonctionne pas. » Sophie glissa sa main dans la sienne. « Ça va fonctionner, je le sens. Comment peux-tu en être si sûr ?» Elle sourit, ses yeux brillants dans la pénombre. « Parce que l'univers ne peut pas être si cruel. Pas maintenant, pas après nous avoir enfin réunis. » François l'attira contre lui, savourant la chaleur de son corps contre le sien. Si philosophique, Madame Benoît. « J'ai mes moments, » répondit-elle, qu'en levant le visage vers lui. Leur baiser fut tendre, empreint d'une émotion que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer clairement. Lorsqu'ils se séparèrent, François prit son visage entre ses mains. « Sophie, quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que ces dernières semaines ont été les plus belles de ma vie. Tu as fait fondre un cœur que je croyais de glace. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. « Ne parle pas comme si c'était un adieu. Ce n'est qu'un début, François. » Il hocha la tête, voulant croire à cette promesse autant qu'elle. Un début, oui. Cette nuit-là, pour la première fois, Sophie ne retourna pas dans la chambre d'amis. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, trouvant dans cette intimité nouvelle un réconfort face à l'incertitude du lendemain. L'aube les trouva déjà éveillés, préparant en silence les affaires que François emporterait à l'hôpital. Camille, sentant l'importance de ce jour, était inhabituellement calme, observant les adultes avec des yeux graves. À 8 heures précises, la sonnette retentit. C'était le chauffeur de François, venu les conduire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où l'opération aurait lieu. Le trajet se déroula dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées.
L'hôpital, imposant complexe médical au cœur du 13e arrondissement, les accueillit dans une effervescence organisée. Le docteur Bonnet attendait François à l'accueil, accompagné d'une équipe médicale. « Monsieur Mercier, tout est prêt », annonça-t-il en serrant la main de son patient. « Nous allons commencer les préparatifs immédiatement. » François se tourna vers Sophie et Camille. Le moment des adieux, même temporaire, était arrivé. Il s'agenouilla d'abord devant Camille. « Je vais aller chercher mon nouveau cœur. »« Maintenant, » dit-il doucement. « Sois sage avec ta maman, d'accord ?» Camille hocha la tête, puis, dans un geste spontané, sortit de sa poche sa petite poupée de chiffon usée. « Tiens, c'est Lily. Elle te protégera pendant que tu dors. » François prit la poupée, profondément touché par ce sacrifice. « C'est très généreux, Camille. Je te la rendrai dès mon réveil. » Il se releva ensuite pour faire face à Sophie. Les mots semblaient soudain inadéquats. Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort contre elle. « Reviens-nous, » murmura-t-elle à son oreille. « Promesse-le. »« Je promets d'essayer de toutes mes forces, » répondit-il en l'embrassant une dernière fois. Puis il suivit le docteur Bonnet, se retournant une dernière fois pour voir Sophie et Camille qui lui faisaient signe avant de disparaître dans le couloir menant au bloc opératoire. Les heures qui suivirent furent interminables pour Sophie. Elle et Camille s'installèrent dans la salle d'attente réservée aux familles des patients en chirurgie cardiaque. Camille colorait dans un livre que Sophie avait eu la prévoyance d'apporter, tandis qu'elle-même alternait entre tentatives de lecture et contemplation anxieuse de l'horloge murale. Vers midi, alors que l'opération devait être en cours depuis plusieurs heures, une infirmière vint leur apporter des nouvelles rassurantes. Tout se déroulait comme prévu. François était stable. L'équipe chirurgicale était confiante. Sophie remercia l'infirmière, sentant un poids se lever légèrement de ses épaules. Elle sortit son téléphone pour appeler Madame Leroy et lui donner ses nouvelles positives lorsqu'elle remarqua plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu. Intriguée et légèrement inquiète, elle décida de rappeler. « Cabinet de Maître Dubois, notaire », répondit une voix féminine. Sophie fronça les sourcils, confuse. « Bonjour, j'ai reçu plusieurs appels de ce numéro. Je suis Sophie Benoît. »« Ah, Madame Benoît. Maître Dubois essaie de vous joindre depuis ce matin. C'est au sujet des documents signés hier par Monsieur Mercier. Il y a un détail urgent à régler concernant la tutelle de la mineure. »« La tutelle ?» répéta Sophie, de plus en plus perplexe. « Quelle mineure? De quoi parlez-vous » Il y eut un silence embarrassé à l'autre bout de la ligne. « Oh, je pensais que vous étiez au courant. Monsieur Mercier a modifié son testament hier. Il vous a désigné, vous et votre fille, comme ses principales héritières. Et il a déposé une demande d'adoption pour Camille, avec votre accord, bien sûr. » Sophie resta sans voix, stupéfaite par cette révélation. François avait fait tout cela sans lui en parler, préparant l'avenir de Camille et le sien comme s'il. « Il s'attendait à ne pas survivre, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son interlocutrice. « Pardon ? Non, rien. Écoutez, je suis actuellement à l'hôpital. Monsieur Mercier est en train d'être opéré. Je vous rappellerai dès que possible. » Elle raccrocha l'esprit tourbillonnant. François avait tout prévu, tout organisé, assurant leur sécurité financière et juridique au cas où l'opération tournerait mal. Cette preuve d'amour et de prévoyance la bouleversa profondément. L'après-midi s'étirait interminablement. Camille avait fini par s'endormir sur les chaises inconfortables de la salle d'attente, la tête posée sur les genoux de sa mère. Sophie caressait distraitement ses cheveux, perdue dans ses pensées, lorsque le docteur Bonnet apparut enfin dans l'encadrement de la porte. Elle se leva d'un bond, le cœur battant. L'expression du médecin était neutre, professionnelle, impossible à déchiffrer. « L'opération est terminée », annonça-t-il. « Elle a duré plus longtemps que prévu en raison de quelques complications techniques, mais nous avons réussi à les surmonter. Comment va-t-il » demanda Sophie, la gorge serrée. Le docteur Bonnet permit enfin à un léger sourire d'adoucir ses traits. « Il est stable. Le nouveau cœur fonctionne. Les prochaines 24 heures seront critiques, mais s'il passe cette période sans rejet aigu, ses chances seront excellentes. » Sophie porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. « Il va s'en sortir. Je ne fais jamais de promesses absolues dans mon métier, Madame Benoît, mais oui, je suis raisonnablement optimiste. Monsieur Mercier est un battant. Quand pourrons-nous le voir? Il est en soins intensifs et le restera pendant au moins 48 heures. Seule la famille proche est autorisée et seulement pour de brèves visites. » Il hésita, puis ajouta «
Mais étant donné les circonstances, je peux faire une exception et vous permettre de le voir brièvement. Une personne à la fois, cependant. Sophie hocha la tête avec gratitude. « Merci, docteur, pour tout. » Elle réveilla doucement Camille pour lui annoncer la bonne nouvelle, puis suivit une infirmière à travers un dédale de couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs cardiologiques. Devant la porte de la chambre, l'infirmière lui tendit une blouse stérile, un masque et des surchaussures. « 5 minutes maximum, prévint-elle. Il est encore sous sédation. Il ne se réveillera pas avant demain au plus tôt. » Sophie enfila l'équipement et entra dans la chambre, le cœur serré à la vue de François. Il semblait si vulnérable, entouré de machines qui bipaient doucement, des tubes et des fils connectés à son corps. Son visage était pâle, mais paisible. Elle s'approcha du lit et prit délicatement sa main, évitant de déranger les perfusions. « François, murmura-t-elle, tu as réussi, ton nouveau cœur bat en toi maintenant. » Elle remarqua la petite poupée de Camille, Lily, posée sur la table de chevet. Quelqu'un de l'équipe médicale avait dû la placer là, un geste d'humanité qui la toucha profondément. « J'ai appris pour le testament, pour l'adoption, » continua-t-elle doucement. « Nous parlerons de tout ça quand tu te réveilleras. Mais sache que je t'aime, François Mercier. Toi et ton cœur tout neuf. » Elle se pencha pour déposer un baiser léger sur son front, puis quitta la chambre, le cœur empli d'espoir, pour la première fois depuis longtemps. De retour dans la salle d'attente, elle trouva Camille en grande conversation avec une femme élégante d'une 60aine d'années qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ah, vous devez être Sophie, » dit la femme en se levant pour l'accueillir. « Je suis Claire Dufresne, l'ex-femme de François. Le docteur Bonnet m'a contacté en tant que personne à prévenir en cas d'urgence. Apparemment, François n'a jamais mis à jour ce formulaire depuis notre divorce. » Sophie serra la main tendue, surprise et légèrement décontenancée. « Enchantée, Madame Dufresne. Appelez-moi Claire, je vous en prie. » Elle sourit chaleureusement. « Votre fille est adorable. Elle m'a tout raconté sur François et son nouveau cœur. » Sophie s'assit, observant cette femme qui avait autrefois partagé la vie de François. « C'est gentil à vous d'être venu. » Claire fit un geste évasif de la main. « François et moi avons divorcé il y a plus de 20 ans, mais nous sommes restés en contact, occasionnellement. C'est un homme compliqué, mais pas mauvais au fond. »« Non, pas mauvais du tout, » acquiesça Sophie avec un sourire. Elles parlèrent pendant un moment, Claire partageant des anecdotes sur le jeune François, qu'elle avait connu, ambitieux mais idéaliste, avant que le succès ne l'endurcisse. Sophie écoutait, fascinée par ces aperçus d'un homme qu'elle apprenait encore à connaître. « Il a changé récemment, » observa Claire pensivement. « Quand il m'a appelé il y a quelques semaines pour me parler de sa maladie, il semblait différent, plus ouvert, plus vulnérable. Et maintenant, en vous rencontrant, vous et Camille, je comprends pourquoi. » Sophie rougit légèrement. « Nous nous connaissons depuis peu de temps. »« Le temps n'a pas d'importance quand c'est réel, » répondit Claire avec sagesse. « Je suis heureuse qu'il vous ait trouvé. François a passé trop d'années seul. » Alors, qu'elle continuait à parler, le téléphone de Sophie vibra. C'était un message de Madame Leroy qui s'inquiétait des nouvelles. Sophie la rassura rapidement, puis une pensée lui traversa l'esprit. « Claire, connaissez-vous bien l'appartement de François ? J'y ai vécu pendant 2 ans, mais c'était il y a longtemps. Pourquoi ? J'aimerais préparer quelque chose pour son retour, une surprise. Mais j'aurais besoin d'aide. » Claire sourit, comprenant immédiatement. « Je serais ravie de vous aider. Dites-moi ce que vous avez en tête. » Pendant que François luttait pour sa vie dans son lit d'hôpital, Sophie, avec l'aide inattendue de son ex-femme et de Madame Leroy, commençait à transformer l'appartement froid et impersonnel en un véritable foyer, chaleureux et accueillant, prêt à recevoir non pas le redoutable homme d'affaires, mais simplement François, l'homme au cœur nouveau qui avait appris à aimer. Chapitre 7. Renaissance. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'opération. Les jours critiques qui avaient suivi l'intervention s'étaient transformés en une période de récupération lente mais constante. François avait passé 10 jours en soins intensifs avant d'être transféré dans une chambre privée où sa convalescence se poursuivait sous la surveillance attentive de l'équipe médicale. Sophie et Camille lui rendaient visite quotidiennement, apportant des dessins, des livres et surtout leur présence réconfortante.
Chaque jour, François reprenait des forces, stimulé par leur affection et par ce nouveau cœur qui battait désormais dans sa poitrine. « Les derniers examens sont très encourageants », annonça le docteur Bonnet lors de sa visite matinale. « Le cœur fonctionne parfaitement et votre corps ne montre aucun signe de rejet. Je pense que nous pouvons envisager votre sortie pour la semaine prochaine si cette tendance se maintient. » François, assis dans un fauteuil près de la fenêtre de sa chambre, acquiesça avec un sourire reconnaissant. « Je vous remercie, docteur, pour tout. » Le médecin ajusta ses lunettes, observant son patient avec satisfaction. « Vous savez, monsieur Mercier, les transplantations cardiaques sont des procédures complexes, mais leur réussite dépend souvent autant de la volonté du patient que de notre expertise médicale. Vous aviez clairement une raison de vivre. » François suivit le regard du médecin qui se posait sur une photo de Sophie et Camille posées sur sa table de chevet. Oui, la meilleure des raisons. Après le départ du médecin, François resta pensif, contemplant le ciel parisien à travers la fenêtre de sa chambre. La perspective de rentrer chez lui, auprès de Sophie et Camille, lui procurait une joie profonde, mais aussi une légère appréhension. Ces dernières semaines avaient été intenses, transformatrices. Leur relation née dans des circonstances si particulières survivrait-elle à la routine du quotidien? Ces réflexions furent interrompues par l'arrivée de Sophie, qui entrait dans la chambre avec un sourire radieux. « J'ai une bonne nouvelle », annonça-t-elle en s'asseyant près de lui. « L'appartement du 15e est prêt. J'y suis passé ce matin, tout est en place. Les meubles, la décoration, même les rideaux que tu avais choisis pour la chambre de Camille. » François prit sa main dans la sienne. « C'est merveilleux. Mais avant que tu n'emménages, j'aimerais que nous parlions de quelque chose d'important. » Sophie le regarda avec curiosité, une légère inquiétude traversant son regard. « Je t'écoute. J'ai appris par maître Dubois que tu étais au courant pour le testament, pour la demande d'adoption de Camille, commença-t-il. Je voulais m'excuser de ne pas t'en avoir parlé avant. J'avais peur de ne pas survivre à l'opération et je voulais vous savoir protégés, toi et Camille. » Sophie serra sa main, les yeux brillants d'émotion. « Tu n'as pas à t'excuser, c'était un geste d'amour, François, le plus beau cadeau qu'on nous ait jamais fait. » « Ce n'était pas un cadeau, » corrigea-t-il doucement. « C'était une reconnaissance. De ce que vous m'avez apporté toutes les deux. Avant vous, j'étais vide. Riche, puissant peut-être, mais vide. Vous avez rempli ce vide avec quelque chose que je ne pensais pas mériter. De l'amour, simple et inconditionnel. » Il hésita un instant, puis poursuivit. « Je comprends que la demande d'adoption puisse sembler précipitée. Si tu préfères attendre, prendre plus de temps pour réfléchir, Camille t'adore, » l'interrompit Sophie. « Tu le sais, elle parle de toi constamment, à ses amis de l'école, à ses maîtresses. Elle est si fière quand elle raconte que tu lui as expliqué comment les poissons respirent sous l'eau. » François sourit à ce souvenir. « Et toi, demanda-t-il doucement, qu'en penses-tu » Sophie prit une profonde inspiration. « Je pense que la vie nous a réunis pour une raison. Je pense que parfois, le temps n'a pas d'importance quand les sentiments sont réels. Et je pense que tu serais un père merveilleux. » Pour Camille. Ces mots touchèrent François au plus profond de son être. « Sophie, il y a autre chose que je voudrais te demander. » Il se redressa dans son fauteuil, prenant ses deux mains dans les siennes. « Ces dernières semaines ont été les plus difficiles et en même temps les plus belles de ma vie. J'ai reçu un nouveau cœur, littéralement, mais aussi métaphoriquement grâce à toi et à Camille. Je ne veux pas passer un seul jour de plus sans vous. » Il sortit de la poche de sa robe de chambre une petite boîte en velours qu'il ouvrit, révélant un délicat anneau serti d'un saphir entouré de petits diamants. « Sophie Benoît, accepterais-tu de devenir ma femme ?» Sophie resta sans voix, les yeux fixés sur la bague. Lorsqu'elle leva enfin le regard vers lui, des larmes coulaient sur ses joues. François Mercier, qui aurait cru qu'un jour je tomberais, amoureuse de l'homme le plus redouté du 16e arrondissement, elle se pencha vers lui, encadrant son visage de ses mains. « Oui, François, oui, je veux t'épouser. » Leur baiser scella cette promesse, doux et profond, chargé d'émotions et de promesses d'avenir. Le jour de la sortie de l'hôpital arriva finalement. François, vêtu d'un costume élégant mais confortable que Sophie lui avait apporté, attendait dans sa chambre que les dernières formalités administratives soient réglées.
Une légère nervosité l'habitait, celle d'un homme qui s'apprête à commencer une nouvelle vie. Sophie entra souriante, tenant Camille par la main. La petite fille se précipita vers lui, excitée. « On rentre à la maison aujourd'hui » demanda-t-elle. Les yeux brillants. « Oui, ma puce » confirma François en caressant ses cheveux. « Nous rentrons tous à la maison. »« J'ai une surprise pour toi » annonça Camille avec importance. « Mais c'est un secret jusqu'à ce qu'on arrive. » François échangea un regard interrogateur avec Sophie qui se contenta de sourire mystérieusement. « Une surprise, hein? Je suis impatient de découvrir ça. » Un infirmier arriva avec un fauteuil roulant, protocole standard pour les sorties d'hôpital. François protesta d'abord, se sentant parfaitement capable de marcher, mais finit par céder face à l'insistance du personnel médical. Le docteur Bonnet vint leur dire au revoir, remettant à François une ordonnance et un calendrier de suivi médical. N'oubliez pas, activité physique modérée pendant les premiers mois, prise régulière des immunosuppresseurs et consultation hebdomadaire. Votre nouveau cœur est solide, mais il faut lui laisser le temps de s'installer. Dans la voiture qui les ramenait vers l'appartement du 16e arrondissement, François observait Paris défiler par la fenêtre avec un regard neuf. Chaque bâtiment, chaque rue semblait plus vibrant, plus significatif qu'avant. La main de Sophie dans la sienne lui rappelait constamment qu'il n'était plus seul. Lorsque la voiture s'arrêta devant son immeuble, François remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. Des plantes en pot ornaient l'entrée, apportant une touche de verdure à la façade austère. « Première partie de la surprise », annonça Sophie en voyant son regard surpris. Dans l'ascenseur qui les menait au dernier étage, Camille pouvait à peine contenir son excitation, sautillant d'un pied sur l'autre. « Tu vas voir, tu vas voir !» Les portes s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée de l'appartement, et François resta figé sur place. L'espace qu'il avait quitté 3 semaines plus tôt, froid et impersonnel malgré son luxe, avait été complètement transformé. Des couleurs chaudes avaient remplacé les tons neutres, des photos encadrées ornèrent les murs, des coussins colorés égayaient les canapés de cuir. Une odeur délicieuse de cuisine maison flottait dans l'air. « Surprise !» s'écria Camille en lui prenant la main pour l'entraîner à l'intérieur. « On a tout changé pour que ce soit plus joli. » François avança lentement, découvrant avec émerveillement chaque pièce. Son bureau, autrefois sanctuaire austère, avait été réaménagé avec un coin lecture pour Camille. La salle à manger arborait une grande table en bois clair, plus conviviale que l'ancienne table en verre. Et partout, des touches personnelles, des livres, des plantes, des objets qui racontaient une histoire. « C'est incroyable », murmura-t-il, profondément ému. « Vous avez fait tout ça pendant que j'étais à l'hôpital ?» Sophie acquiesça, guettant sa réaction. « Claire nous a beaucoup aidés, et Madame Leroy aussi, étonnamment. Elle a des talents de décoratrice insoupçonnés. » François se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion. « Tu as transformé une maison en foyer, Sophie. Je ne sais pas comment te remercier. »« En étant heureux, » répondit-elle simplement. « C'est tout ce que nous voulons. »« J'ai dessiné ça pour toi, » intervint Camille, en lui tendant un papier plié. « C'est nous 3. » François ouvrit le dessin pour découvrir 3 personnages colorés, se tenant par la main devant une grande maison. « C'est toi, maman et moi, » expliqua fièrement Camille. « Et notre maison. Madame Leroy est là aussi, regarde, dans la cuisine. » François s'agenouilla pour la serrer dans ses bras, submergé par l'émotion. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, Camille. Je vais l'encadrer et le mettre dans mon bureau. » Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Ils déjeunèrent tous ensemble, y compris Madame Leroy, qui semblait avoir adouci son caractère au contact de Camille. François découvrait avec émerveillement les nouvelles habitudes qui s'étaient installées en son absence. La façon dont Sophie organisait les repas, les routines de Camille, les petits rituels quotidiens qui faisaient désormais partie de la vie de son appartement. Le soir venu, après avoir bordé Camille qui s'était endormie en écoutant François lui lire une histoire, Sophie et lui se retrouvèrent sur la terrasse. La nuit était douce pour la saison, les lumières de Paris s'étendant à perte de vue sous eux. « Tu es heureux ?» demanda Sophie, blottie contre lui. François réfléchit un instant, sentant les battements réguliers de son nouveau cœur dans sa poitrine. « Plus que je ne l'ai jamais été, plus que je ne pensais possible de l'être. »« Moi aussi, » murmura-t-elle. « Qui aurait cru que ma décision désespérée d'accepter ce travail de ménage nous mènerait ici ?»
Le destin peut-être, suggéra François en embrassant ses cheveux, ou simplement la chance de nous être trouvés au bon moment. Ils restèrent ainsi, enlacés, contemplant la ville qui s'étendait devant eux comme une promesse d'avenir. 2. Mois plus tard, par une belle journée de printemps, une cérémonie discrète mais élégante eut lieu dans un petit jardin du 16e arrondissement. François et Sophie échangèrent leurs vœux devant une assemblée restreinte, composée de quelques amis, proches et collègues. Camille, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur, portait fièrement les alliances. Le moment le plus émouvant de la journée survint juste après la cérémonie, lorsque François, Sophie et Camille s'isolèrent, un instant sous un kiosque fleuri. François s'agenouilla devant la petite fille et lui tendit un écrin contenant un délicat bracelet en or. « Camille, dit-il solennellement, aujourd'hui, j'ai épousé ta maman, mais je voulais aussi te faire une promesse à toi. Je promets d'être toujours là pour toi, de t'aimer et de te protéger comme si tu étais ma propre fille, parce que dans mon cœur tu l'es déjà. » Les yeux de Camille s'emplirent de larmes de joie. « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa maintenant ?» François sentit son cœur, ce cœur qui avait appartenu à un autre, mais qui était désormais pleinement sien, se gonfler d'émotion. « J'en serais très honoré, ma princesse. » Camille se jeta dans ses bras et Sophie les rejoignit dans cette étreinte familiale, leurs larmes de bonheur se mêlant dans ce moment parfait. La semaine suivante, ils emménagèrent, tous les trois, dans l'appartement du 15e arrondissement, laissant l'ancien appartement de François à la disposition de Madame Leroy qui avait décidé de prendre sa retraite. Ce nouveau foyer, plus modeste mais infiniment plus chaleureux, symbolisait leur nouveau départ. François avait également pris des décisions importantes concernant ses affaires. Il avait délégué la gestion quotidienne de son entreprise à son équipe de direction, se réservant uniquement les décisions stratégiques. Ce temps libéré lui permettait de se consacrer à sa nouvelle passion, une fondation qu'il avait créée pour aider les femmes victimes de violences domestiques à reconstruire leur vie, inspiré par l'histoire de Sophie. Un soir, alors qu'il profitait d'un moment de calme après avoir couché Camille, Sophie trouva François perdu dans ses pensées, contemplant la ville depuis leur balcon. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en lui tendant une tasse de thé. François l'accueillit avec un sourire, l'attirant contre lui. « Je pensais à tout ce chemin parcouru. Il y a quelques mois, j'étais un homme seul, aigri, qui pensait que l'argent et le pouvoir, ça a été les seules choses qui comptaient dans la vie. Et maintenant, l'encouragea Sophie, maintenant je sais que la vraie richesse est ici, répondit-il en posant une main sur son cœur, dans cette seconde chance qui m'a été donnée, dans l'amour que nous partageons, dans le sourire de Camille quand elle m'appelle papa. » Sophie se blottit contre lui, savourant la chaleur de son étreinte. « Tu sais ce que m'a dit Claire l'autre jour? Que ton nouveau cœur t'a rendu l'homme que tu étais destiné à être, l'homme que tu étais avant que le succès et la solitude ne te transforment. Elle a peut-être raison, médita François, ou peut-être que c'est simplement vous deux qui avez fait fondre la glace autour de mon cœur. » Ils restèrent ainsi enlacés, témoins silencieux du miracle de leur rencontre, de cette transformation improbable d'un homme que la vie avait endurci, mais que l'amour avait finalement sauvé. Car au-delà des richesses matérielles, au-delà des épreuves et des souffrances, c'est dans la chaleur d'un foyer et dans les liens qui unissent les êtres que réside la véritable fortune. François Mercier, l'homme au cœur de glace, avait finalement trouvé son trésor le plus précieux, une famille, un amour sincère et la joie simple d'être enfin pleinement vivant.